Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est un boîtier dit intelligent et pourtant nombreux sont ceux qui s'en méfient. Il s'agit du nouveau compteur électrique Linky développé par Enedis. Malgré des arguments d'économie d'énergie par exemple, Linky ne fait pas l'unanimité auprès des consommateurs et c'est avec nos deux invités qu'on va en parler. Donc vous faites partie tous les deux du collectif Stop Linky Roulin et 57 donc, par rapport à toute la Moselle. Donc Véronique Freyermuth et Joseph Muller, bonjour à vous. Bonjour. Donc on se voit en deuxième partie d'émission. Et salut Marie-Morgane. Salut. Alors le compteur Linky, c'est aussi la thématique de la question du jour. Exactement. Et ça a beaucoup fait réagir nos internautes. Énormément. Très bien, on voit ça aussi tout à l'heure. Et aujourd'hui, pour notre duplex, on s'intéresse au salage des routes. Bonjour Guillaume. Annie. Les premiers flocons sont tombés sur les massifs de France. Oui, effectivement, les Vosges ont reçu une petite quantité d'or blanc, comme bon nombre de massifs. Et si elle fait le bonheur des skieurs, la neige entraîne également des perturbations sur les routes. Cette nuit, cela a été le cas en Haute-Loire, où des automobilistes qui ne pouvaient plus avancer ont été contraints d'abandonner leurs véhicules. Des milliers de foyers ont aussi été privés d'électricité. Pour l'instant, la Moselle-Est est préservée. Nous nous sommes intéressés à la commune de Grosse-Buderstroff pour connaître le dispositif mis en place en cas de chute de neige ou de présence de verglas. Il sera bien évidemment question de sel dans cette émission et on apprendra que derrière moi se trouve une quantité de sel qui est là pour les routes de la commune, mais qu'il y a également des bacs qui sont disséminés un petit peu partout dans la commune pour permettre aux habitants de mettre du sel, d'épandre du sel sur la route mais également sur les trottoirs pour éviter des chutes et également du sel est distribué aux établissements scolaires pour éviter que les enfants ne tombent et ne se fassent mal. Très bien, merci beaucoup Guillaume et merci à Laurie Couteau pour le cadrage. On revient sur le sujet d'ici quelques minutes mais avant on poursuit avec l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Circulation et stationnement perturbés sur la place de l'église à Ambar. Des travaux de déplacement d'une conduite d'assainissement sont actuellement en cours en amont de la réalisation du futur périscolaire de la commune. Il est interdit d'accéder et de stationner sur le parking. Le temps des travaux, l'accès à l'école maternelle se fera par le portail situé rue de la Poste. La place devrait être rouverte à la circulation fin novembre. Les élèves d'Aren bientôt réunis sur un même site plus sécurisé. Actuellement, les élèves de primaire et de maternelle se rendent dans deux bâtiments séparés par la route départementale jugée dangereuse. Les bâtiments sont vétustes et ne sont pas adaptés aux normes de sécurité. Un groupe scolaire est actuellement en construction. Il réunira les écoles maternelles et primaires, le périscolaire et la cantine. Le coût de ces travaux s'élève à 1 250 000 €. Début d'une fin annoncée en Allemagne. La chancelière Angela Merkel ne sera plus candidate à la direction de la CDU. À l'issue de son mandat en 2021, elle quittera le parti et se retirera de la vie politique. Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre présidente de la SAR de 2011 à 2018 et actuelle secrétaire générale de la CDU, postule pour le poste. Le Sargeminaplatt Theater prêt à remonter sur les planches. La troupe présente cette année la pièce Schöne Ferien. Direction le camping avec le couple Hansmann pour qui les vacances ne seront pas de tout repos. Des péripéties à retrouver le samedi 10 novembre à Puttelange-au-Lac, puis à partir du 23 novembre au casino des Faïenceries de Sarreguemines. Les billets sont d'ores et déjà en vente. La dyslexie et le monde du verre s'associent. Des enfants se sont glissés dans la peau de souffleurs de verre, un défi proposé par le musée du cristal de Saint-Louis-les-Beach. En plus d'apprendre les techniques de soufflage, cet atelier a aussi permis de sensibiliser les enfants aux handicaps invisibles comme les troubles 10 à travers des textes. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Les vêtements chauds sont de mise aujourd'hui. On regarde tout de suite la météo de demain avec Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Et demain, les nuages seront encore bien nombreux tout au long de la journée, mais ils devraient laisser place à quelques éclaircies l'après-midi et quelques averses pourraient également tomber dans la journée. Les températures n'excéderont pas les 1 degré le matin. L'après-midi, les températures maximales seront entre 10 et 12 degrés. Demain, nous fêterons les Quentins et le soleil nous accompagnera de 7h18 à 17h12. Et l'image du jour nous a été envoyée par Claudie Stenger. En automne, les écureuils préparent leurs réserves de nourriture avant de s'abriter pour l'hiver. Un grand merci à Claudie Stenger pour la vidéo et n'hésitez pas à vous aussi nous envoyer vos images. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fernap, des portes de garage sécurisées pour vous. On retourne à Groß-Biederstroff et nous sommes en liaison avec Grégory Schneider, le directeur des services techniques de Groß-Biederstroff. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je présume que vous n'avez pas encore commencé à saler, mais à quel moment vous allez devoir le faire ? Alors effectivement, nous n'avons pas commencé, nous restons sur le qui-vive, nous guettons la météo, nous attendons éventuellement une alerte de la préfecture, moyen par lequel nous sommes prévenus lorsqu'il y a des intempéries qui sont prévues. Alors sur le coup, nous avons simplement préparé notre stock de sel que vous pouvez peut-être voir derrière nous. Et nous équipons au fur et à mesure les divers véhicules que nous utilisons pour notre viabilité hivernale. Très bien, donc vous vous tenez prêt, comme on l'a compris, vous êtes tributaire de la météo. Mais sur votre commune, vous avez également des routes départementales et des routes nationales. Alors comment vous vous organisez ? Alors effectivement, nous avons une route nationale qui traverse la grande majorité de la collectivité et plusieurs départementales. Donc nous n'assurons pas le service de viabilité sur ces routes à proprement dites. C'est les services dédiés, l'UTT pour les routes départementales et la DIREST pour la route nationale. Nous restons vraiment concentrés sur les voies communales essentiellement et les espaces publics qui sont fréquentés par nos administrés. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention et bonne continuation à vous. Au revoir. Prochaine destination, la commune d'Arennes, où un groupe scolaire est en construction. La raison, les écoles maternelles et primaires ne sont plus adaptées. Manque d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les élèves doivent traverser la départementale pour se rendre dans la cour. Le garage est utilisé comme cantine. Bref, des travaux nécessaires. 4 classes, un seul bâtiment. Arennes regroupe ses élèves de maternelle et de primaire dans un groupe scolaire sorti de terre, ainsi qu'un ancien bâtiment réaménagé. Une opération d'1 250 000 €, le prix de la sécurité pour cette commune de 1000 habitants. Fut une période où on avait 3 sites, on a regroupé les écoles sur 2 sites. Entre les 2 sites, il y a la départementale. Donc vous voyez ici dans le garage, c'est notre cantine scolaire. Et les enfants, donc, entre midi, donc, ils sont ramenés de l'autre site jusqu'ici par un accompagnateur. Ils traversent la départementale qui est quand même très, très saturée aux heures de pointe. En cause, une départementale qui borde l'école maternelle. Ici, elle sépare même l'école primaire de sa cour. Certains des bâtiments datent aussi du début du 19e siècle. Des passoires énergétiques, des normes pour personnes à mobilité réduite difficiles à mettre en place. Dans la commune d'Arennes, aller à l'école n'était pas si simple ces dernières années. Des presque accidents, il y en a eu un certain nombre. Essentiellement en hiver ou en automne, le matin lorsqu'il pleut. On est pressé, on stationne au plus près de l'entrée de l'école. Les voitures circulent par cette même départementale pour aller travailler sur Sarreguemines. Donc vous voyez bien, ça encombre donc l'artère, avec des stationnements sur les côtés, des enfants qui sortent, des parents, etc. Pour la petite commune, ce groupe scolaire cache également un autre enjeu de taille. Contenir une population qui baisse grâce à des services adaptés. Pour maintenir les enfants et les familles ici, il faut leur proposer des services. On a perdu des familles avec des enfants qui ne reviendront malheureusement plus parce qu'ils ont démarré leur année scolaire dans des communes voisines, voire à Sarreguemines, tout simplement parce qu'on n'avait pas les services appropriés, parce qu'on manquait de sécurité. Les 2 bâtiments du groupe scolaire accueilleront le périscolaire, la cantine et une association pour les enfants autistes. Se mettre dans la peau d'un souffleur de verre et d'un dyslexique, c'est le défi qui a été proposé à une quinzaine d'enfants lors de 2 ateliers au musée du Cristal de Saint-Louis-les-Bitches. Françoise Tché, présidente de l'association Astuces pour 10, leur a fait découvrir le monde du verre, mais aussi les problèmes que rencontrent les dyslexiques. Un reportage de Laurie Couteau.
Vraiment de la glu pour simuler la pâte de verre. Ces enfants se glissent dans la peau d'un apprenti alchimiste. Un peu de colle, de la peinture, quelques paillettes, le tout bien mélangé. Les enfants créent ainsi leur propre slime, cette pâte gluante que l'on peut aussi retrouver dans les célèbres pâtes à prout. Le passage de l'état liquide à solide rappelle le verre qui, en refroidissant après la fusion, devient solide. Une activité qui semble plaire aux enfants. Aujourd'hui, je suis venue pour les dyslexiques. On a fait du slime et on a vu comment les souffleurs ils soufflaient. Et puis, c'était intéressant. J'ai appris des tas de choses. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des bulles, on va dire, avec des chewing-gums. Des ateliers qui permettent de sensibiliser les enfants aux handicaps invisibles comme la dyslexie et d'apprendre les différentes techniques de soufflage qui sont utilisées au sein de la cristallerie. L'idée, c'est de sensibiliser le grand public aux situations de handicap. Et donc cette année, la Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis, a souhaité s'intéresser à un handicap bien particulier, le handicap 10. Pour Françoise, qui est elle-même dyslexique, ces ateliers permettent aux enfants de découvrir comment les dyslexiques et les dysorthographiques lisent ou écrivent un texte. Alors j'ai fabriqué 2 textes différents. Un texte qui a été lu par un enfant dyslexique, donc avec des inversions syllabiques, des mots qui sont coupés au mauvais endroit, des lettres qui sont mises à l'envers, des lettres qui n'existent pas d'ailleurs, il en manque aussi, etc. Ce qui sont en fait un problème que retrouve tout enfant dyslexique qui lit, enfin toute personne dyslexique, même l'adulte. Quand on lit un texte qui n'est pas adapté, on va sauter de ligne, on va avoir un mauvais balayage visuel, on va faire des inversions phonologiques, on va associer des mots qui se ressemblent, des confusions phonologiques, etc. Donc vraiment j'en ai mis plein dans le texte et les enfants ont du mal à lire et ils ont eu du mal à comprendre ce qu'ils devaient faire. D'autres enfants pourront assister à cet atelier chimiste et souffleur mercredi 31 octobre à partir de 15 h au musée du Cristal de Saint-Louis-les-Beach. Demain, c'est Halloween et Artopie se prépare pour la fête. L'association culturelle organise un événement demain soir dans ses locaux à Meisenthal. Au programme, musique, décor d'horreur, performances et surprises. Valentin Guinel a assisté aux préparatifs. Discrétion demandée. Pour sa fête d'Halloween, Artopie veut faire sursauter les visiteurs. Une semaine de préparation pour les décors et de la musique avec les artistes Zdorvia Desco, Surfing Rotten Coconuts, Yannick Unfricht ou DJ Now. Une projection de court-métrage indépendant sera assurée par les Petits Grégory. Pour leur 2e édition, Artopie veut proposer plus de performances, mais pas que. Tout le monde peut venir, mais pas les enfants de moins de 12 ans, sauf accompagnants de parents. Parce que du coup, on focalise beaucoup sur la déco cette année et ça sera un petit peu plus aurore que l'année dernière. L'entrée est à 5 €. Batterie, distorsions électroniques et citrouilles vous attendent ce mercredi dès 21 h dans le bâtiment d'Artopie à Meisenthal. Un bon grog avant de dormir ou du roquefort au petit déjeuner, nos aïeux nous surprennent parfois lorsqu'il s'agit d'automédication. Mais vous-même, qu'en avez-vous gardé dans votre vie de tous les jours? Mosaïque Cristal est allé à votre rencontre pour recueillir vos recettes face au froid hivernal. Quels sont vos remèdes naturels ou des remèdes de grand-mère pour vous soigner pendant l'hiver? Oh, alors là, les remèdes de grand-mère, je sais pas, ça va être la tisane, des trucs comme ça un petit peu, ça dépend. Pour les rhumes, le beurre sur le front, des trucs comme ça. Mais autrement, rien de spécial. Le miel, à part ça, il n'y a rien de spécial. L'homéopathie, bon, c'est pas forcément une remède de grand-mère. Le miel, le citron, le lait. Rien, juste de l'eau chaude et de la crème, c'est tout. Alors moi j'évite de prendre des médicaments, donc c'est plutôt du miel, quoi. Grog, citron, voilà. Ça c'est mes remèdes. Donc je suis rarement malade et puis j'évite les médicaments, quoi. Et le médecin. Ben, quand on a la toux, la gorge qui gratte, à ce moment-là, le citron ou le lait et le miel, ça marche très bien. Ça évite les sirops pour la toux. Par exemple, des tisanes avec des gingembre, avec des citrons, avec des cannelles un petit peu, avec de l'eau chaude. Quand vous vous soignez vous-même, quand vous utilisez des remèdes naturels, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne ?
Plutôt oui, après c'est un peu l'effet placebo je pense aussi, c'est plus on y croit mieux ça marche. Lorsque j'ai mal à la gorge je prends un grog, idem lorsque j'ai la toux quoi. Mais en dernier recours vous allez quand même voir le médecin ou pas? En dernier recours oui, mais là il en faut déjà beaucoup quoi. C'est aussi automédication quoi. On essaie d'éviter quand même au maximum d'aller chez le médecin pour pas grand chose, mais autrement oui, il faut vraiment avec les enfants surtout voir le médecin. Oui, quand il y a une petite problème, par exemple, si c'est pas infecté, la bronchite c'est pas encore prise, tu peux utiliser. Mais quand c'est un peu plus profond, il faut y aller chez le médecin. Ça, il faut prendre les médicaments sûrement. Surtout en hiver, bah ouais, chez le médecin et on attend pendant 2-3 heures, mais après quand il va, après ça va mieux. Pour la suite de notre programme, on parlera très largement du compteur Linky et des craintes des consommateurs avec nos 2 invités, mais aussi pour la question Facebook. Et on aura l'occasion d'écouter Nathan, un jeune qui s'est filmé pour notre rubrique C'est mon kiff. Ne zappez pas, c'est juste après la pub. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5 h du matin à 22 h. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour les vacances, les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébertsvillers, du 26 octobre au 5 novembre. 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12 h sur Mosaïque Cristal. D'ici 2021, 35 millions de compteurs électriques classiques vont être remplacés par des compteurs connectés. On a sondé l'avis de nos internautes. Les compteurs Linky sont déployés dans toute la France. Malgré les réticences des particuliers, ils ont réussi à s'imposer. Est-ce qu'un compteur Linky est installé chez vous? Avez-vous remarqué des différences avec votre ancien compteur? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, les compteurs Linky s'installent de plus en plus dans les logements. Alors est-ce que tous nos internautes en ont un? Alors non, et d'ailleurs la majeure partie de nos internautes est contre son installation. Pascal a répondu « Moi je suis propriétaire, on ne m'imposera pas leur nouveau compteur ». Sandrine a écrit « On a refusé la pause malgré un harcèlement pour nous faire croire que c'est une obligation, nous avons refusé ». Pareil pour Betty, nous on a eu un avis de passage avec une demande pour rappeler le technicien, chose que l'on n'a jamais faite et il n'est jamais revenu. Alors pourquoi
pourquoi ils ne veulent absolument pas avoir ce compteur chez eux, Steve a résumé une grande partie des commentaires. Compteur inutile, dangereux, coûteux, surconsommateur, émet des ondes. Et René a répondu « Regardez simplement en quelle année votre puissance souscrite est passée directement de kilowatts à kilovoltampères, en sachant que, par exemple, 6 kW n'est pas égal à 6 kVA, raison pour laquelle il faut souscrire une puissance plus importante en kilovoltampères qu'en kilowatts pour pouvoir continuer à utiliser ces appareils comme avant, sinon le disjoncteur va faire parler de lui. » Alors il y a quand même certains qui ont déjà changé, qui sont passés au compteur Linky, notamment Lou qui lui nous a répondu « Je l'ai depuis 1 an et rien à signaler ». D'accord, très bien. Alors, Véronique Freyer-Muth et Joseph Muller, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces commentaires qui ont été lus ? Oui, effectivement, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés une fois que ce compteur est installé. Ce n'est pas la majorité, mais 25% des personnes rencontrent soit des problèmes de facturation, soit des problèmes de compteur qui disjoncte, parce que là, ce n'est plus le disjoncteur qui va sauter, c'est le compteur lui-même. Et donc, les appareils, en fait, comme m'a expliqué une des personnes, le calcul ne se fait plus de la même façon. C'est calculé en kilovoltampères. Et de ce fait, ce compteur est très sensible et disjoncte à partir du moment où il y a plusieurs appareils qui sont branchés en même temps. Ce qui fait que Enedis va vous répondre, prenez un abonnement plus élevé. Plus élevé, donc il va être plus cher. Donc ça ne vous surprend pas forcément d'avoir entendu autant de commentaires négatifs, on va dire? Pas du tout, parce qu'on en a dans notre entourage aussi qui ont rencontré des problèmes, ou des lampes qui s'allument, qui s'éteignent, des appareils qui se mettent en route seuls. Des appareils qui explosent. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a quand même des arguments qui sont assez forts, qui sont donnés par Enedis. Par exemple, plus besoin que de techniciens se déplacent 2 fois par an, comme c'était le cas jusqu'à présent. Tout se fait à distance. Ils expliquent aussi que le compteur relève automatiquement la consommation, et puis on peut suivre sa consommation chaque mois, ce qui peut apparemment permettre de faire jusqu'à 11% d'économie d'énergie. Donc des arguments forts qui sont mis en avant par Enedis. Alors pourquoi s'y opposer? Alors, c'est déjà faux. Il n'y a pas 11%. Un compteur qui consomme du courant électrique en lui-même, pour son fonctionnement, ne peut pas faire des économies. Et je ne vois pas comment qu'un chauffe-eau ou une machine à laver consommerait moins après l'installation du Linky. Voilà. D'accord. Et vous vouliez réagir aussi, Madame Freyer-Muth? Donc, le fait de pouvoir que Enedis puisse voir cette consommation à distance, ça pose un réel problème. Le fait que Enedis puisse nous changer la puissance à distance, ça pose un problème. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a encore comme visibilité nous-mêmes sur notre compteur? Actuellement, on a les anciens compteurs, on vérifie également le jour même de ce qu'on peut consommer. Je veux dire, si on a un appareil qu'on veut voir, parce qu'avec le nouveau compteur, c'est le lendemain qu'on aura la consommation de la veille. Donc c'est plus en temps réel, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. On peut vérifier les chiffres sur le compteur, mais je veux dire, c'est par Internet. Enfin voilà, il faut faire une démarche. On peut prendre un abonnement sur smartphone là, où on peut suivre la consommation en temps réel, mais il n'y a que 1,5% de personnes qui sont à l'heure actuelle abonnées. D'accord. Alors vous, Joseph Muller, vous avez travaillé dans le domaine de l'électricité. Alors quel a été le déclic pour vous de cette opposition par rapport au sachant compteur? que c'est très mauvais pour la santé, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on parte en avant-premier. Puis j'ai rencontré Véronique là, par l'intermédiaire d'un autre ami, Comac, et finalement je me suis dit c'est intolérable qu'on impose aux personnes de mettre en disant que c'est obligatoire alors que c'est faux. C'est faux, on n'est pas obligé de le prendre. Et j'insiste. On en parlera justement parce qu'il y a des internautes en fait qui ont posé des questions et vous aurez l'occasion d'y répondre. Même si Enedis se veut rassurant et parle de technologies fiables, les usagers ils ont quand même des craintes donc par rapport, vous le disiez, à leur santé, les données personnelles. Est-ce que c'est des craintes qui sont justifiées d'après vous? Parfaitement, parce que il faut savoir que le compteur Linky en superpose une CPL. C'est un courant porteur en ligne. C'est une fréquence de 90 kHz à 490 kHz et c'est une fréquence pulsée. Ce n'est pas un champ stable, ce qui est très toxique pour le corps humain. Parce que ce champ,
Et on est soumis à ce champ électromagnétique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant 365 jours par an. Et c'est une fréquence radiante, elle rayonne jusqu'à 2 mètres. Et en plus, il nous espionne avec cette fréquence. D'accord, ça ce sont vos propos, après rien ne peut être vérifiable là-dessus, mais c'est au niveau des données personnelles, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problématique? Ils arrivent à voir votre consommation, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, la consommation de ci, de ça, et puis ils comptent revendre nos données personnelles pour faire des profits. D'ailleurs, dans les nouveaux contrats, il y a une case qu'on peut cocher, ne veut pas que nos coordonnées personnelles soient communiquées, les coordonnées soient communiquées. D'accord, donc toute une série de craintes dont il y a une réelle augmentation du champ électromagnétique dans nos logements, puisque qu'on ait ce compteur ou qu'on ne l'ait pas, le CPL du voisinage entre également dans nos câbles électriques, dans nos appareils. Et voilà. Et donc, pour que ces compteurs fonctionnent, il y a nécessité de les relier à un concentrateur. Donc, il y a 50 compteurs qui fonctionnent ensemble, et donc des interactions toute la journée entre les compteurs et le concentrateur. Le concentrateur, pour fonctionner, fonctionne aussi avec le CPL, et donc il y a un champ magnétique qui se dégage également des concentrateurs, les anciens transformateurs, donc à hauteur d'hommes souvent qui sont installés dans les communes, enfin voilà, donc on passe, enfin il y a une réelle pollution au champ électromagnétique, d'autant que du concentrateur ça part dans un relais par l'intermédiaire d'antennes relais de GSM qui sont utilisées. C'est quand même très technique comme sujet. Voilà. Alors pour en parler, vous avez créé votre collectif. Alors quel est l'objectif finalement de ce collectif? Le collectif, nous l'avons créé au départ sur Roulin avec quelques habitants de Roulin pour informer, parce qu'on était conscient des dangers qui pourraient survenir avec ce type de compteur. Enfin, c'est pas le compteur en lui-même, mais c'est surtout le fonctionnement avec le CPL. Et donc tous ces effets négatifs sur la santé, sur nos appareils électroménagers qui peuvent casser, enfin une augmentation de consommation électrique aussi, de facturation. Et donc on a créé ce collectif pour informer déjà de nos droits, puisqu'il n'y a aucune loi. Il y a eu une directive européenne au départ. Sur la transition énergétique. Tout à fait. Qui proposait de faire des économies d'énergie, mais en aucun cas le Linky a été proposé. Voilà, de trouver un système qui nous permettrait de faire des économies. Et donc cette transition énergétique, enfin, ça n'a pas été imposé au pays, aux différents États. Donc vous communiquez par exemple sur ce genre de choses finalement. Voilà. Très bien. Les Allemands ont refusé le Linky, les Autrichiens aussi, et encore d'autres pays là qui sont venus se rajouter. Et puis en Australie, on prend du recul. Au Canada, ils ont retiré l'année dernière 105 000 compteurs Linky qui posaient gros problème. D'accord, très bien. Comme en Californie aussi, enfin, ça fait 10 ans qu'ils ont ce système, et donc ils ont du recul par rapport. Donc il y a des spécialistes, des médecins qui en parlent, et en France aussi, je veux dire, il y a des médecins qui sont informés, qui sont informés des nuisances de ce type de réseau. Va augmenter dans des proportions considérables dans les prochaines années, et toutes les maladies neurodégénératives vont augmenter. Oui, donc ça, c'est les propos de certains médecins qui sont en opposition. Médecins alarmistes. Très bien. Oui. Eh ben, je laisse la parole à ma collègue, parce que comme on vous l'a expliqué, il y a des internautes qui ont posé des questions justement pour être mieux informés. Oui, ils ont surtout des craintes. Alors ça concerne plusieurs points. Ils ont surtout peur, on l'a parlé tout à l'heure, de voir leurs factures augmenter. Morgane et Doran nous ont écrit qu'ils ont vu leurs factures grimper depuis qu'ils ont le compteur Linky. Est-ce que Linky est vraiment en cause de cette augmentation? Est-ce qu'on va payer plus cher avec ce compteur? Alors, effectivement, comme il y a un changement de comptage, enfin le comptage ne se fait plus de la même façon. Donc effectivement, et il y a, alors, à quoi c'est lié exactement? Est-ce que c'est uniquement le comptage, ou est-ce qu'il y a encore d'autres défaillances, parce que en fait le Linky c'est un peu comme un ordinateur, et donc on sait aussi que tout ordinateur est piratable à distance, et c'est aussi un des arguments que certaines personnes utilisent pour ne pas vouloir ce compteur. Mais là, c'est surtout au niveau de la consommation et de la facture. Alors, on a des facturations qui augmentent, qui sont inexpliquées. Ouais. Il y a des gens qui ont
où la facturation double, triple, quadruple, même jusqu'à 7 fois, mais sans aucune explication. Alors j'ai rencontré une personne sur Roulin qui avait une nouvelle habitation dans un village à côté. Il me dit, depuis qu'il a un changement de compteur dans sa nouvelle habitation, 300 € par mois, alors qu'il n'y habite pas. Plus sa consommation du logement. Voilà. Très bien. Et tu avais une autre question? Oui, la deuxième interrogation de nos internautes qu'on retrouve beaucoup dans les commentaires, elle concerne l'obligation d'installer justement ce compteur Linky. Marie-Jeanne nous a écrit « Le nôtre est malheureusement installé hors de notre domicile, donc impossible d'empêcher l'installation qui se fera prochainement d'après leur courrier. » Alors est-ce que les particuliers, ils ont la possibilité de refuser le compteur Linky ou est-ce qu'il sera, quoi qu'il arrive, installé à terme dans tous les logements? Alors il n'y a aucune obligation, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de loi française, européenne qui oblige quiconque à faire installer ce compteur. D'ailleurs, Bernard Dassus lui-même, devant les caméras d'Élise Musset, a affirmé qu'on n'est pas obligé de le prendre. Et devant les caméras On n'est pas des pigeons, il a affirmé qu'on n'est pas obligé de le prendre. D'accord, donc il y a quand même la possibilité en tant que consommateur de refuser. Je rappelle que Bernard Dassus, c'est le directeur du programme Linky. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter, donc, pour refuser le compteur, il faut bien sûr faire un courrier en recommandé avec accusé de réception à Enedis à Paris La Défense. Si le compteur est à l'extérieur, la démarche est un peu plus délicate puisqu'il est accessible. Donc là, il y a quantité de personnes en France qui barricadent leur compteur, qui protègent le compteur par différents moyens techniques que les messieurs savent très bien utiliser. Et donc, il y a aussi la possibilité de faire intervenir un huissier pour... Voilà. Ensuite, il y a quand même plusieurs choses par rapport aux consommateurs. Voilà, tout à fait. Je vous coupe juste une dernière question. S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a possibilité de vous contacter ou de contacter d'autres organismes? Vous avez des coordonnées? Bien sûr, on peut nous contacter sur l'adresse email. D'accord, très bien. stoplinky57@gmail.com. On peut nous contacter par Facebook. Oui, vous avez une page Facebook. Voilà. Ensuite, il y a un tas d'associations qui informent des personnes. Robin Détois. Il y a Prix Artem. Maude Bigan qui fait d'excellentes, une journaliste d'investigation. Donc il y a énormément de choses qui sont mises en place pour sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous trouvez de tout. Il y a beaucoup de vidéos, de témoignages, il y a des conférences, de personnes, il y a des délibérations de mairie, parce qu'il faut savoir que les compteurs électriques appartiennent aux communes. Ce qui est nié par beaucoup de maires, où les maires ne sont même pas au courant. Ne sont même pas au courant. Ce sera depuis 2005. Ce sera les derniers mots pour votre intervention. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclaircissements. Je me tourne maintenant vers toi Marie-Morgane parce que le mardi, c'est les enfants qui prennent l'antenne sur Mosaïque Cristal. Oui, et aujourd'hui pour notre rubrique C'est mon kiff, c'est Nathan qui a pris des images. Il va au centre aéré depuis 3 ans, donc c'est un habitué. Il nous montre l'une des activités qu'il a beaucoup appréciées sur le thème des Indiens, la création d'un tipi. Regardez. Je m'appelle Nathan et j'aime bien le centre aéré parce qu'on fait des bricolages et des activités. Et cette semaine, on est sur le thème des Indiens et mardi, on allait voir des vrais Indiens qui s'appelaient Elk et Steve. Et aujourd'hui et hier, on construit un tipi pour les enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors là, on est en train de mettre en place les tissus pour monter notre tipi. Comme ça, il va avoir une belle allure avec tous vos beaux dessins. Léa, tu vas aller là, toi. Là, juste là. Et si tu es âgé de 6 à 20 ans et que tu veux aussi participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est très simple. Tu as juste besoin de prendre un smartphone, de te filmer dans le lieu ou à l'activité que tu aimes. Et ensuite, tu prends quelques images du sujet en question. Et tu peux nous envoyer toutes les images via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv. Merci beaucoup Marie-Morgane, on te retrouve très bientôt sur ce plateau. Véronique Frey
Aurélien Muth et Joseph Muller, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Alors, on va se quitter sur un nouveau numéro de On Tour. Cette semaine, c'est une promenade au Moulin de la Blise qu'on vous propose de regarder. Le musée vient de fêter ses 20 ans, l'occasion de revenir sur la longue et passionnante histoire de ce site industriel, le plus ancien de Sarreguemines. Le Moulin de la Blise, de l'usine au musée, plus d'1 siècle d'activité. Belle journée à vous et à bientôt. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission On Tour. Aujourd'hui, on vous emmène en visite au Moulin de la Blise. L'ancien conservateur et la nouvelle directrice des musées de Sarreguemines nous parleront de ce lieu, de ses nouveautés et même de son anniversaire. Mais si le musée a fêté ses 20 ans cette année, le Moulin de la Blise a lui en revanche une grande histoire derrière lui. Regardez. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le Moulin de la Blise avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. À 3 km du centre de Sarreguemines, sur les berges de la Blise, existait un moulin dit Véching depuis le Moyen-Âge. Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïencerie, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex, puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarreguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. L'usine Moulin de la Blise est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démolit la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des roches, quartz, silex et feldspath. Sur le site, on trouve aussi une forge et une scierie. C'est là qu'étaient fabriqués les tonneaux et caisses de transport de la faïence. Ici, c'est une machine à vapeur qui actionne les scies pour le travail du bois. Pour acheminer les matières premières sur le site et les envoyer ensuite dans les usines de production des faïenceries, un réseau de chemins de fer reliait les usines entre elles. On utilisait aussi des péniches. La plus célèbre d'entre elles est entrée en service en 1922. Un bateau à vapeur baptisé Pauline, du nom de sa marraine, fille de Paul de Geiger, alors directeur des faïenceries de Sarreguemines. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une 30aine d'années pour que le Moulin de la Blise rouvre ses portes d'une autre façon. Mais ça, c'est une autre histoire. Et la suite de l'histoire, Julie Kiffer, c'est la transformation du Moulin de la Blise en musée. C'était il y a 20 ans, donc oui. Forcément il fallait fêter ça. Effectivement, on ne pouvait pas manquer l'occasion de réunir une belle programmation pour ce week-end anniversaire. Donc on a choisi de centrer le propos sur l'art céramique, puisque c'est quand même l'identité première de ce site, en proposant un marché de potiers. Donc on avait des potiers qui effectivement étaient installés à différents endroits du site, et nombre d'entre eux ont souhaité faire des démonstrations et permettre justement au public de s'initier un petit peu à l'art céramique. Donc on avait des démonstrations de tournage notamment, où vraiment les plus grands pouvaient aller sur des tours professionnels s'essayer à la céramique, et les médiateurs du musée réalisaient aussi des cuissons en public, donc les cuissons raku, c'est une technique spécifique, et voilà, donc le public pouvait regarder un petit peu en live, si je puis dire, ce qui d'habitude n'est pas forcément visible. Ouais. Et pour vous, c'était un challenge d'organiser
organiser les 20 ans du Moulin de la Blise. C'était un beau projet, effectivement. Donc on organise plusieurs gros événements dans l'année. On a le marché aux plantes, bien sûr, en avril chaque année. Mais là, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que c'était 20 ans et qu'on a fait tout un travail sur les souvenirs que chacun pouvait avoir, le premier souvenir du moulin. Et effectivement, une partie de l'équipe qui était déjà là depuis le début, une partie qui est arrivée plus tard. Et c'était intéressant de voir un petit peu le point de vue de chacun. Voilà. Alors globalement, qu'est-ce qui est proposé ici au Moulin de la Blise tout au long de l'année ? Alors on a une programmation qui est très riche, autant centrée sur les jardins que sur les musées. Oui, parce qu'il y a 2 sites différents. Voilà, tout à fait. Et l'un étant lié à l'autre, mais on a choisi de s'ouvrir à tout public. Donc on va avoir des scolaires qui sont accueillis tout au long de l'année dans les ateliers. Donc on a un premier atelier qui est un petit peu plus loin sur le site. Le deuxième atelier est juste devant nous. On a également des cours pour adultes organisés en partenariat avec l'Université populaire de Sarreguemines-Confluence. Donc là, ce sont des adultes qui vont s'initier au raku ou au grès selon un thème prédéfini. Donc il y en a pour tous les goûts finalement. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Et on a une programmation de concerts, de spectacles jeunes publics, de lectures poétiques, etc. toute l'année, en plus des visites des collections qu'on propose. Donc vraiment, que vous soyez amateur de musique, de lecture poétique, de céramique ou d'histoire avec les visites des collections, chacun y trouve son compte. Super. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre la visite? Bien sûr. C'est parti. En termes de fréquentation, le musée, le Moulin de la Blise en tout cas, ça représente combien de personnes par an? On est à peu près à 22 000 visiteurs par an, uniquement donc sur le site du Moulin de la Blise. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des étrangers qui viennent ici? Oui, alors nous avons de multiples nationalités dans les statistiques. On a évidemment beaucoup d'Allemands puisqu'on est quand même sur une position transfrontalière. Bien sûr. Donc une grande partie de notre public est d'origine allemande. Et alors côté nouveauté, il y a eu récemment des travaux. Expliquez-nous un petit peu ce qui a été fait. Alors depuis un peu plus d'1 an, effectivement, on a changé l'accueil. Donc on est désormais installé dans un nouvel espace d'accueil, beaucoup plus grand, avec un salon de thé, ce qui est vraiment la nouveauté. Désormais, on peut proposer des petits rafraîchissements aux visiteurs. Donc ça, c'est le plus aussi. Voilà, tout à fait. Et cette année, donc, on a ouvert l'espace d'interprétation du patrimoine dans l'ancienne maison du directeur. Et on a justement présenté un nouvel espace de visite permanent qui va évoquer en fait la vie du moulin, son fonctionnement et la place de la faïencerie dans un espace un petit peu plus vaste de la grande région. Et bien justement, vous nous avez accordé une visite privée. Donc je vous propose de découvrir tout de suite ce nouvel espace d'interprétation. Bienvenue à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la maison du directeur du Moulin de la Blise, qu'on appelle aussi l'espace d'interprétation du patrimoine. C'est un nouvel espace de visite qui a été inauguré le 6 octobre pour les 20 ans du Moulin et donc qui va raconter un petit peu la spécificité du Moulin de la Blise. Alors, nous nous trouvons ici dans l'espace qui est consacré aux ouvriers, puisque nous avons coutume de dire que le Moulin de la Blise et la faïencerie en général, c'est des hommes, des terres et des machines. Donc les hommes, ces générations d'ouvriers qui ont permis de construire la renommée de la manufacture de Sarreguemines, on leur rend hommage ici, alors à travers différents supports, toujours ces archives qui habituellement ne sont pas visibles du public, que l'on a ressorties en partie, donc ces vieilles photos d'ouvriers qui étaient affectés au Moulin de la Blise et dont on arrive parfois avec certains petits détails de leur tenue ou de leurs outils de travail, on arrive à reconstituer en fait leur poste de travail. Et cette cloche, la cloche de la manufacture qui rythmait le temps de travail des ouvriers au Moulin de la Blise. Donc ces bornes tactiles, il y en a 3 dans l'espace d'interprétation, vont permettre au public, aux plus petits, aux petits comme aux grands, de découvrir un petit peu les archives qui ne sont habituellement pas visibles. Donc on a travaillé par exemple sur le moulin hier et avant-hier, c'est une des multiples sections de cette borne, pour montrer justement à l'aide du plan qui est à l'entrée l'évolution du moulin. On va pouvoir voir des vues prises dans la mesure du possible sous le même angle à différentes époques. Donc par exemple, si on prend l'entrée du moulin, on va voir des photos donc de 1892, donc c'est l'entrée du site, on voit bien les rails. Nous allons voir une photo qui date de 1923 et en cliquant dessus, on a à chaque fois quelques éléments explicatifs qui vont s'afficher. Alors le troisième espace de la maison du directeur est consacré aux énergies.
On a voulu montrer en fait comment fonctionnait tout simplement cette unité de production. Donc il y avait bien sûr la Blyse, l'énergie hydraulique, mais l'idée c'était surtout de permettre aux visiteurs de mieux comprendre la transformation de cette énergie hydraulique en une énergie mécanique. Cet espace peut aussi être exploité avec les médiateurs, donc avec des classes, et du coup on permet aux enfants de manipuler chaque petite maquette pour mieux comprendre la transmission de l'énergie et le fonctionnement d'un moulin ou des autres unités de production de la faïencerie. Émile Decker, on poursuit la visite ensemble. Alors vous êtes l'ancien conservateur des musées de Sarreguemines. Tout à fait, mais oui. Voilà, vous êtes aussi surtout à l'origine du projet de création du musée. Qui faisait partie de l'équipe au départ? Alors au départ, nous étions une petite équipe de 4-5 personnes. Il y avait Christian Thévenin qui étudiait les collections. Il y avait Gilles Greff qui s'occupait des activités scolaires. Voilà. Et on a eu comme renfort une ethnologue, Diana Godard, qui nous a beaucoup aidé à étudier le travail des ouvriers, etc. Et puis Laetitia Pitts qui a pris en charge ensuite le problème du public. Et puis c'était pas évident d'imaginer un musée ici parce qu'il faut se rappeler que ici tout était en ruine quasiment. Ah oui, à l'époque, quand on a commencé, si on dit à l'époque, c'est vers 1990, je me trompe de siècle, vers 1990, eh bien tous ces bâtiments que nous avons autour de nous étaient envahis par la végétation. C'était pas des fleurs, hein, c'était une végétation tout à fait sauvage, invasive, voilà, tout à fait. Et on avait même du mal à pénétrer à l'intérieur des bâtiments parce que c'était souvent assez dangereux. Et combien de temps ça a mis à imaginer ce projet et le concrétiser? Alors la durée de le bâtir, en fait, ce projet, eh bien, ça s'est fait sur une dizaine d'années. Sur une dizaine d'années, on va dire les années 90, et à la fin de ces années 90, vers 1998, eh bien, on a pu l'inaugurer. Mais pendant les 10 années, eh bien, il a fallu à la fois collecter des objets, restaurer, bien entendu, toute une série de bâtiments pour pouvoir les exposer, faire des études sur chaque fonction d'objet, hein, parce que ça, c'était pas évident même pour nous. Donc là, on a fait appel aux ouvriers de la faïencerie qui nous ont beaucoup aidés, hein, qui nous aident encore maintenant hein, dans l'histoire récente de cette manufacture. Et puis, il a fallu, pour un certain nombre de ces objets, les restaurer parce qu'ils étaient dans un état souvent qui le nécessite. Effectivement, donc c'est un travail qui était colossal. C'était un travail colossal qui a pris une dizaine d'années, on va dire. Hein, et pendant ce temps, on a commencé des visites sur le site hein, avec l'Office de tourisme. On a créé ce qu'on appelle encore, de nos jours, le circuit des faïences. Hein, où on passe d'un monument à l'autre à l'intérieur de la ville de Sarreguemines. Hein, sur le thème de la faïencerie. Eh bien, nous, ce qu'on peut faire, c'est continuer notre visite. Tout à fait. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qu'il y a ici. Alors ici, on a affaire à la zone de broyage des matières premières, hein, puisque le silex calciné qui entre dans la pâte des faïences était broyé ici sous ces meules hein, qui sont là. Et alors, quelle était l'idée au départ en créant ce musée? C'était quoi? C'était d'avoir une trace du patrimoine Alors oui, elle est double. En fait, ce qu'on voulait, c'est de pouvoir présenter ce que nous avions recueilli du patrimoine, hein, c'est-à-dire à la fois les bâtiments et aussi les collections. De parler des ouvriers, des techniques qui se faisaient dans ces ateliers qui avaient disparu. Et puis, un autre volet de notre recherche, c'était de définir une politique, on va dire, sur la création. De montrer que de nos jours encore, à partir de la céramique, hein, donc un mot assez général, la céramique, le grès, la terre cuite ou la faïence, on pouvait faire encore des objets d'art, voilà, et de valoriser le travail qui avait été réalisé. Voilà.
Et vous, voilà, 20 ans plus tard, quel regard vous portez sur ce musée? Alors pour moi maintenant, ce lieu, hein, ce musée et son jardin, hein, c'est vraiment l'une des... J'allais dire un joyau de la ville de Sarreguemines. C'est un petit peu comme un petit bijou dans son écrin de verdure au sein de Sarreguemines, au bord de la Blise. Et là, avec les travaux qui ont eu lieu, c'est une évolution, alors, vous voyez comment? L'évolution est continue. Hein. On a rajouté assez récemment la maison franco-allemande qui est devenue un lieu d'accueil. Et maintenant, ce centre d'interprétation qui permet de comprendre l'ensemble du site et de son histoire. Et parmi les évolutions du fonctionnement, en tout cas du moulin de la Blise, il y a eu autre chose qui a été marquant, c'est l'arrivée d'une machine à vapeur. Alors certains penseront que c'est inutile hein, quand on utilise l'énergie hydraulique, mais pas tant que ça, regardez. De l'eau chaude sous pression dans une chaudière et c'est tout un atelier qui se met en route. Il s'agit de la première source d'énergie mécanique maîtrisée par l'homme. Voici un modèle miniature de machine à vapeur destiné à expliquer cette source d'énergie qui eut ses heures de gloire au cours de la seconde moitié du 19e siècle dans les manufactures des pays industrialisés. Cette énergie avait l'avantage d'être disponible lorsqu'on en avait besoin et lorsqu'on ne pouvait pas utiliser l'énergie hydraulique, notamment pendant les crues ou les étiages. Cependant, la vapeur était coûteuse, polluante et parfois dangereuse. Elle nécessitait une main-d'œuvre qualifiée, du coup, son utilisation n'était souvent que ponctuelle. Au moulin de la Blise, on avait l'énergie hydraulique de la rivière, mais en 1860, une machine à vapeur de 25 chevaux est venue équiper la scierie. Une autre de 15 chevaux a été utilisée pour la préparation des pâtes. Celle-ci a tout d'une grande. La chaudière a une capacité de 155 cm3, ce qui permet de faire tourner plusieurs outils. Perceuse, ponceuse, scie circulaire, un vrai bijou pour les amateurs de modélisme et un bel outil pédagogique pour les jeunes visiteurs du moulin de la Blise. Voilà, on arrive à la fin de cette visite. Vous avez pu découvrir ce lieu, son histoire et ses nouveautés. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que le Moulin de la Blise est ouvert du mardi au dimanche et toutes les informations sont disponibles sur le site internet. Bon, il me reste à faire un tour à la boutique souvenir. Je crois que je vais prendre ça. Et puis, à la semaine prochaine.